La mutualisation des ressources obligatoires pour sortir des crises économiques, c'est la thérapie de choc que propose le Premier ministre Moussa Mara au Forum économique mondial qui se tient depuis hier à Istanbul, en Turquie. Elles sont parties sur la pointe des pieds et signent aujourd'hui un retour tonitruant à Bamako. Elles, ce sont les Aiglons de moins de 18 ans qui viennent d'être sacrées championnes d'Afrique à l'issue des joutes du Caire en Égypte. Attention à la carence du fer, à la fois dangereuse pour la mère et l'enfant, un type d'anémie qui constitue de nos jours un problème de santé publique. Focus d'un gynécologue à la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal arrivé de nos basketteuses championnes de l'afro-basket des moins de 18 ans. Ces jeunes, avant de battre le pays organisateur, l'Égypte en finale, ont fait un parcours sans faute. 7 matchs, autant de victoires pour les Maliennes au Caire. Elles ont été accueillies aujourd'hui par une foule joyeuse, je dirais un peuple honoré. Assa Soumaré était à l'accueil. C'est à 13h44 que l'avion qui transportait les championnes d'Afrique s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international de Bamako-Sénou et un accueil de grand jour leur a été réservé. La symbolique est forte. Grande satisfaction parce que quand on voit ce beau monde qui accueille les enfants, c'est les enfants qui ont travaillé, c'est pas nous. Quand on voit ce beau monde qui accueille les enfants, c'est une fierté nationale parce que nous sommes allés à une compétition qui était très dure, très élevée. On peut féliciter les enfants pour le travail accompli et ne pas oublier l'encadrement aussi. Les enfants ont joué 7 matchs et ont gagné 7 fois. Et notamment 2 fois contre le pays organisateur, ce qui n'est pas rien. À cet accueil, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, assurant l'intérim de son collègue des sports, s'est réjoui de ce sacre des juniors filles qui ont inscrit leur nom pour la 5e fois au palmarès du championnat d'Afrique. Même joueuse, nous avions rapporté pour les moins de 16 ans un trophée similaire, c'était pour la 3e fois et les mêmes, comme quoi le talent ça ne ment pas. Maintenant dans la catégorie des moins de 18 ans, nous ramène un trophée continental. Après l'aéroport, les championnes d'Afrique ont traversé la ville pour se rendre au Palais des Sports où une cérémonie grandiose les attendait. L'entraîneur des juniors filles très ému se prononce. Moi je suis vraiment heureux pour les jeunes filles. Je suis heureux pour mon pays. Parce que des événements comme ça permet à un moment donné aux Maliens d'avoir un peu de choix dans leur cœur. Je crois que c'est ça ma satisfaction. Et je remercie les dirigeants qui ont une confiance en moi. Tour à tour, le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mamadou Gaussou Diarra, et le président de la Fédération malienne de basketball, Jean-Claude Sidibé, ont remercié tous les Maliens qui ont contribué à cette belle aventure des joueuses et ont donné l'assurance de tout mettre en œuvre pour permettre à l'équipe de bien se préparer pour la prochaine Coupe du Monde prévue en Russie en 2015. À noter également que la meilleure répondeuses d'Afrique a été Mariam Alou-Koulibaly et la meilleure joueuse et meilleure marqueuse d'Afrique est Djenaba Ndiaye avec 120 points. Voilà, félicitations à nos champions et aussi à l'encadrement. Le Premier ministre est en Turquie où se tient le Forum économique mondial. Ce rendez-vous se donne pour but d'offrir plus d'opportunités d'affaires aux pays africains. Moussa Mara a animé un panel sur la sécurité et le développement. Dans son intervention, il a démontré le caractère obligatoire de la mutualisation des ressources. Nous verrons le reportage de nos envoyés spéciaux au cours de cette édition. À l'Assemblée nationale, les députés étaient réunis ce jour. C'était pour faire une déclaration relative pour parler d'Alger. Elle est lue ici par Amadou Thiam, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, au micro de Inaba. Le bureau de l'Assemblée nationale du Mali se référant aux différentes résolutions 2056, 2071, 2085 et 2100 des Nations Unies, dont le but est d'aider les autorités maliennes à stabiliser et recouvrer l'intégrité territoriale du pays. Le bureau rappelle le caractère laïque, indivisible et unitaire de la République du Mali, proclamé et consacré dans la Constitution du 25 février 1992. Le bureau rappelle que les régions nord du pays
ont été pendant plusieurs années des foyers d'insécurité liés au terrorisme, au narcotrafic et au banditisme récurrent. Le bureau salue le déroulement des négociations d'Alger qui ont débuté en juillet 2014, dont la seconde phase est en cours depuis le 7 septembre, et qui doivent pérenniser les acquis et restaurer la paix, approfondir la décentralisation et relancer les activités liées au développement durable du pays. Le bureau de l'Assemblée nationale recommande aux différentes parties dans les négociations d'Alger de privilégier la recherche d'une solution pacifique et définitive garantissant l'unité nationale, la laïcité et l'intégrité territoriale du Mali, plurielle et démocratique. Le bureau s'oppose avec la dernière énergie à toute volonté de vouloir créer un statut spécifique aux régions nord du pays, qu'il s'agisse d'autonomie, de fédéralisme ou d'indépendance. Le bureau salue la formidable mobilisation du peuple malien tout entier à travers tout le pays pour dire non à toute idée indépendantiste et séparatiste. Le bureau félicite le gouvernement, le peuple algérien, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et tous les représentants de la communauté internationale pour les efforts déployés dans la médiation et la tenue des négociations entre le gouvernement du Mali et les groupes armés. Bamako, le 29 septembre 2014, le président Issaka Sidibé. Et la jeunesse malienne qui prône également, tout comme les autres couches de la société, un Mali un et indivisible. Elle l'a fait savoir à travers un point de presse animé par le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Le conférencier a également informé de la tenue les 29 et 30 septembre 2014 de la 6e réunion de l'Union panafricaine de la jeunesse dans notre capitale. Je vous propose plutôt de l'écouter. Il est au micro de Noumou Sissoko. Nous avons montré notre volonté à l'unité nationale. Nous avons défendu l'intégrité du territoire. Nous sommes sur une position unitaire, mais dans un Mali unifié, dans le respect de l'intégrité du territoire malien. Et nous avons évoqué les préoccupations de l'ensemble des jeunes du Mali. Nous avons montré à l'opinion nationale et internationale que nous jeunes, aujourd'hui, nous sommes victimes de ces conflits cycliques depuis des décennies. Nous sommes à la fois utilisés pour commettre des crimes, pour consommer de la drogue, au nom de qui? Nous avons dit au nom des plus âgés, du manque d'emploi, du manque d'éducation. L'Union panafricaine de la jeunesse est l'organe consultatif de la Commission de l'Union africaine. Dans le comité exécutif de cette institution, le Mali occupe le poste du secrétariat général. Donc nous abritons à partir du lundi prochain la 6e réunion de cette institution. Nous avons invité l'ensemble des régions d'Afrique qui vont venir échanger avec le Mali sur des questions du continent, mais aussi sur des questions sécuritaires, des questions de développement de notre pays. Et justement, parlant de l'Union panafricaine de la jeunesse dont la réunion se tient ici dans notre capitale, la réunion va fixer les grandes lignes du congrès qui se tiendra le 28 novembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous retrouvons un autre de nos reporters, Al-Husseini Touré. Le Mali, à travers sa jeunesse, a largement salué l'élan de solidarité du continent en faveur de notre pays pour aider au rétablissement de ses institutions. C'est d'ailleurs cette crise qui a failli coûter au Mali son poste de secrétaire général de l'Union panafricaine de la jeunesse. Depuis notre arrivée en novembre 2013, nous avons pris le devant, nous avons participé à 4 réunions et nous avons pu récupérer le poste du pays et puis même aussi nous avons eu la chance d'abriter la 6e réunion de l'Union panafricaine lors de la 5e réunion à Khartoum. Cette 6e session va se pencher sur les problèmes que traverse la jeunesse africaine dans sa diversité. Problèmes de scolarité, de santé, d'emploi, de citoyenneté, pour ne citer que ceci. The meeting will focus on three things. L'agenda est porté sur 3 points. Le premier point, c'est comment également aider les jeunes à aller vers le leadership, à intégrer plus également le pouvoir politique, afin que la gouvernance politique soit ce que les jeunes veulent en Afrique. Également, l'Ebola, c'est une crise, une maladie qui ravage presque l'Afrique de l'Ouest. Il faut également parler et proposer des idées. Comment est-ce que l'Afrique de l'Ouest peut être sauvée de cette crise, de cette maladie Ebola. Le troisième point, ce sera basé plutôt sur la préparation du congrès qui aura lieu
l'Afrique Sud en novembre, du 27 au 30 novembre. En attendant la suite des travaux, quelques conseils utiles pour encadrer les débats. Les multiples difficultés qui vous assaillent ne doivent aucunement vous détourner de votre objectif initial, celui d'apporter à vos frères et sœurs désespérés des réponses à leurs multiples attentes. Pour y parvenir, vous devez abandonner les sentiers bâtis, la facilité, l'oisiveté, la politique de la main tendue, la paresse, l'ignorance, l'iniquité, l'égoïsme et j'en passe. Les travaux de cette 6e réunion s'achèveront mercredi prochain. Visite de chantier à Kabbalah du ministre de l'Équipement et des Transports. Cette visite était pratiquement la réception de certaines parties sur le trajet allant à l'université, mais le constat est tout autre. Les explications avec Mariam Sagara. Le ministre de l'Équipement est allé pour la réception partielle de la double voie, mais voilà le désarroi qu'il arrive à contenir difficilement. La satisfaction n'est pas du tout de ce côté. Quand il faut dire les choses clairement, il faut le dire. Quand il faut reconnaître les valeurs, il faut reconnaître. Nous sommes en retard. Nous sommes en train encore de chercher les voies et moyens. Nous sommes en train encore de dire c'est ceci, cela. Une route se conçoit et se construit selon les règles de l'art et en faisant en sorte que les anticipations puissent venir pour qu'on puisse donner des ouvrages à temps. Parmi les difficultés retenues, l'occupation des emprises est le principal blocage du chantier, une situation qui interpelle des élus locaux et des parlementaires. Le délai final effectivement était prévu le 30 septembre, effectivement, délai déjà dépassé, déjà disons presque fini, dans tous les cas insoutenable. Donc on voit comme certaines parties du tronçon sont encore occupées par les riverains et qui seront effectivement touchés par le projet. Je demande en tant qu'élu à ces populations de libérer le domaine public parce que c'est quand même l'intérêt public, l'intérêt de nous tous. Pour que la route soit finie, elle est quand même d'un intérêt national. Dans tous les cas, le projet va se réaliser. Ces populations sont déjà indemnisées, on est au courant. Les dépenses qu'on doit les faire sont déjà prises en charge. C'est un processus continu qui doit se faire et qui se fera. Faisons tout pour que les emprises soient libérées. Faisons confiance au gouvernement. Faisons en sorte qu'on ne prenne pas le pays en otage pour quelques paiements. Pour la fin des travaux, le ministre Koumari a instruit aux techniciens et autres acteurs de redoubler d'efforts pour offrir le tronçon avant la rentrée universitaire. La République populaire de Chine s'engage aux côtés du Mali dans la prévention contre le virus Ebola. On l'avait vu il y a quelques jours à travers la remise d'appareils médicaux. Eh bien, la Chine vient de signer dans le même cadre une convention d'une valeur de 400 millions de francs CFA. La cérémonie d'échange de lettres s'est déroulée au département de la santé publique, de la santé et de l'hygiène publique. Aldumatina compte rendu. La coopération sino-malienne dans le domaine de la santé se renforce davantage. Le gouvernement chinois va offrir sous forme de dons au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique un lot de matériels médicaux composé de kits de prévention contre l'épidémie du virus Ebola. Le geste estimé à 400 millions de francs CFA témoigne une nouvelle fois de la solidarité de la Chine à rester mobilisée aux côtés des pays touchés et des pays voisins à risque dont le Mali. Après l'éclatement de l'épidémie Ebola en Afrique de l'Ouest, la Chine est parmi les premiers pays à avoir couru au secours des pays touchés. La Chine appelle la communauté internationale, surtout les pays développés, à apporter plus de contributions aux pays ouest-africains, comme le Mali. La signature et l'échange des lettres marquent la concrétisation des acquis de la récente rencontre du président malien en Chine avec le Premier ministre chinois. L'aide viendra renforcer les dispositions déjà prises par le gouvernement malien. Je vais citer l'activation des comités permanents de gestion des épidémies à tous les niveaux, la création du comité de coordination des activités de prévention et de prise en charge de la fièvre Ebola, la mise en place d'une équipe d'intervention rapide, l'animation de cordons sanitaires aux frontières, le développement d'un laboratoire de diagnostic capable de détecter le virus Ebola. A noter que pour le moment, aucun cas de virus Ebola n'a été signalé au Mali.
Et le conseil exécutif du Rassemblement pour le développement et la solidarité, RDS, qui suit avec attention soutenue la situation politique et sécuritaire dans notre pays. Le bureau salue les efforts remarquables déployés par le président de la République et son gouvernement pour faire renaître l'espoir dans les cœurs des Maliens. Le RDS se réjouit également de la récente visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en Chine et de celle du ministre des Affaires étrangères en Russie. Deuxième réunion statutaire du comité de pilotage du cadre intégré du commerce. Le Mali étant troisième producteur de gomme arabique en Afrique, la réunion va examiner et valider le plan de travail révisé du projet gomme arabique afin de prendre en compte les nouvelles exigences. Brahma Traoré. Deuxième réunion du comité de pilotage du cadre intégré du commerce, deux documents importants sur la table de discussion. Le premier concerne le plan de travail révisé du projet gomme arabique. L'une des raisons de la révision de ce plan est la précision des périodes d'exécution et des budgets des différentes activités. Nous souhaitons avoir des résultats concrets le plus rapidement possible parce que nous estimons que les attentes sont très pressantes de la part des acteurs et aussi des autorités bien évidemment. Nous recherchons à la fois l'impact environnemental et aussi l'impact économique. Donc il faudrait que les semences à haut rendement que nous allons rechercher puissent donner très tôt la bonne résine et en quantité. Et donc pour cela nous allons faire des forages. La première phase du projet gomme arabique s'étend de septembre 2014 à août 2015. Au cours de cette période, 4000 hectares de gommiers doivent être réalisés dans les zones d'intervention du projet. La bonne planification de cette activité demeure l'une des clés de la réussite. Il faut vraiment bien travailler sur la planification et je crois que sur un projet où on travaille avec le gomme arabique qui implique beaucoup des acteurs et qui est vraiment mis en place pour lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire qu'on va jusqu'en bas pour travailler avec les productrices, surtout les producteurs. La gomme arabique est un produit hautement stratégique. Le Mali en produit plus de 1300 tonnes par an selon certaines sources. De quoi faire de la filière et un outil de lutte contre la corruption et le chômage. C'est également un produit très prisé sur le marché international. La dynamique que connaît le marché de la gomme arabique aujourd'hui est très importante. L'exemple terre à terre que je donne aux gens, c'est que chaque bouteille de Coca-Cola contient un peu de gomme. En fait, la gomme est utilisée beaucoup, vu ses qualités, dans l'industrie agroalimentaire, dans l'industrie pharmaceutique, même dans l'industrie chimique. Le Mali occupe le troisième rang des pays producteurs de gomme arabique sur le continent après le Soudan et le Tchad. La mise en œuvre du programme du cadre intégré vise donc à valoriser davantage la filière. Depuis mai 2014, l'ambassade du Royaume de Danemark joue le rôle de facilitateur et donateur du cadre intégré du commerce. La mise en œuvre du programme cadre intégré au Mali a commencé depuis 2005. Des résultats notables ont été atteints, notamment la prise en compte de la dimension commerce dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, notamment dans les CSCRP 1, 2 et 3. L'appui au secteur privé, la mise en œuvre des projets portant sur les filières agricoles. Le deuxième document au centre des échanges est relatif au projet de la catégorie 1. Entendez là le fonctionnement de l'unité de mise en œuvre du projet et l'appui au secteur privé qui reste le moteur de la croissance économique. Les 24 et 25 septembre 2014 s'est tenu à Lomé le Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA. Le Mali était représenté par le ministre du Commerce à l'issue des travaux. Le Conseil des ministres a pris d'importantes décisions. Ainsi a-t-il adopté au titre de la Commission le projet de règlement relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat de l'espace UEMOA, projet de règlement portant modification du règlement portant adoption du tarif extérieur commun de l'UEMOA, projet de règlement modifiant l'annexe du règlement du 3 juillet 1998 portant définition de la liste des marchandises composant les catégories dans la nomenclature tarifaire et statistique de l'UEMOA, projet de règlement instituant un système harmonisé de métrologie dans les États membres de l'UEMOA, projet d'acte additionnel instituant un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'UEMOA,
Projet de directive portant régime commun de gestion durable des ressources halieutiques dans les États membres de l'UEMOA. Projet de décision instituant la production des comptes nationaux de la santé dans les États membres de l'UEMOA. Au titre de la BOAD, le Conseil des ministres a également adopté le projet de plan stratégique 2015-2019 de la BOAD, la proposition de mesures pour un renforcement des moyens de refinancement de la BOAD. Enfin, au titre de la BCAO, le Conseil des ministres a adopté le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 30 juin 2014 et a fixé les conditions de rémunération des produits d'épargne réglementés dans l'espace communautaire. Et cette bonne nouvelle pour les populations du district de Bamako, il a été signé aujourd'hui une convention de gestion déléguée des services de propriété de la ville de Bamako. Elle dure 8 ans et sera exécutée par le groupe marocain Ozone Environnement et Services et le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement. Pour 8 milliards de francs CFA, le du groupe sera chargé de la gestion des 234 millions de tonnes de déchets annuels que reçoit la ville. Reportage Alpha Mega. Reste ce grand malade de déchets solides de ménage. 234 millions, c'est la quantité déversée par an. À cela s'ajoute la vétusté et l'insuffisance du matériel de collecte. Pour y remédier, c'est quelques signatures apposées qui marquent la convention de gestion déléguée des services de propriété de la ville de Bamako. Le montant est de 8 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 8 ans. Aujourd'hui, l'une des expertises que nous voulons partager avec le peuple malien et avec les ingénieurs maliens, c'est essentiellement d'installer ici la transformation des déchets en énergie. Et pouvoir, pour nous, ce serait un immense honneur de pouvoir utiliser les déchets pour éclairer la ville de Bamako. Aux partenaires marocains, que vous nous aidez à ce que l'État joue pleinement sa partition. Si l'État jouera pleinement sa partition, c'est certain que ce projet ne sera pas un projet de plus. Ce projet verra Bamako redevenir Bamako la coquette. Occasion pour le ministre de souligner qu'il ne s'agit pas là d'un cadeau. Ce que nous constatons là, ces montagnes d'ordures, c'est bien le fruit d'une accumulation de plus de 20 ans. Ça veut dire que depuis 20 ans, on s'est accommodé d'une telle situation. Il ne faudrait pas qu'il y ait la langue de bois entre nous. Si on veut avancer, il faut voir les problèmes en face et essayer de les résoudre à la source. En attendant de voir les résultats, on peut affirmer qu'il s'agit là d'un début de solution. Solution que les populations de Bamako souhaitent pérenne quant à la question de la gestion des déchets. Lancement hier de la campagne de vaccination contre la rage, c'est en marge de la Journée internationale contre la maladie commémorée chaque 28 septembre. L'opération qui concerne les chiens et les chats est une initiative du ministère du Développement rural à travers la Direction nationale des services vétérinaires. Fademba Keita, compte rendu. Geste simple mais hautement significatif puisqu'il vise à protéger des milliers de vies humaines contre une maladie, la rage. Elle est transmise à l'homme par la salive des chiens ou chats infectés lors d'une morsure ou égratignure. D'où la nécessité de vacciner ces animaux domestiques errants vecteurs de la maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé animale OIE, environ 90% des cas de rage humaine surviennent en Afrique et en Asie. Par ailleurs, près de 40% des personnes qui contractent la maladie sont des enfants de moins de 15 ans. En cas de morsure, ce que nous recommandons, c'est surtout aussitôt après morsure de laver soigneusement et immédiatement la plaie avec l'eau savonneuse. Ensuite, il faut conduire la personne qui a été mordue dans un centre de santé pour la prise en charge appropriée. Et ensuite, il faut amener le chien chez le vétérinaire pour la mise en observation. Dans le cadre des campagnes pilotes organisées de 2013 à ce jour dans le district de Bamako par les services vétérinaires et leurs partenaires techniques et financiers, plus de 1650 chiens et 97 chats ont été vaccinés. Nous devons nous organiser pour engager une très grande campagne d'information et de sensibilisation de nos populations sur la dangerosité, la nocivité de la rage comme zoonose, c'est-à-dire une maladie qui attaque et les animaux
et les hommes. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'elle attaque d'ailleurs tous les animaux à champ chaud. Ce n'est pas seulement les chiens et les chats, donc beaucoup d'autres animaux. Au Mali, pour prévenir les cas mortels chez l'homme, la première des priorités reste donc la vaccination des animaux qui transmettent la maladie. De nouveaux numéros standards téléphoniques de la cité administrative seront disponibles à partir du 1er octobre. L'objectif est de faciliter l'accès aux différents bâtiments de la cité. Pour plus de précision, je vous propose d'écouter Salia Samake, il est du service de gestion de la cité administrative. Il est interrogé par Moussa Fani. L'objectif de l'annonce est de dire aux gens qu'à partir du 1er octobre, les lignes téléphoniques seront disponibles dans toute la cité. À ce niveau, alors, l'information qu'il faut donner, c'est que nous avons demandé à côté, négocier auprès de l'AMTP, donc ce qu'on appelle des numéros spécifiques pour la cité. Ces numéros ne sont ni Orange ni Malitel comme les gens ont l'habitude de connaître. C'est des numéros qui ont été négociés et qui sont pour l'usage de l'administration, pour l'usage de la cité. Donc, il y a pour chaque bâtiment aujourd'hui un standard téléphonique qui est installé. Ce standard-là a un numéro. Je prends un cas, par exemple, le bâtiment numéro 1, dans lequel se trouve le ministère du Développement rural et le ministère de la Décentralisation et de la Politique des villes. Il y a un numéro de standard qui est le 20 01 10 00. Ce numéro-là, n'importe qui peut en fait appeler à l'extérieur de la cité pour atteindre ce bâtiment. Il suffit tout juste de composer sur votre téléphone ce numéro et vous serez mis en contact avec le standard qui se chargera de dispatcher votre appel selon votre besoin au niveau du bâtiment. Donc, du bâtiment 1 jusqu'au service commun, qui est donc le bâtiment 14, chaque bâtiment a un numéro. Donc ça, c'est pour les usagers en dehors de la cité administrative. Mais il y a un aspect qui est aussi important pour le RMS, c'est que compte tenu des maigres ressources de l'État, le réseau permet en fait et installer de telle sorte qu'au niveau de la cité, l'ensemble des travailleurs peuvent télétravailler en communication interne sans payer de frais. Chaque employé au niveau des bâtiments peut appeler sur un autre numéro au niveau des autres bâtiments et ça ne coûte absolument rien, ce n'est pas facturable. Ces numéros-là sont dans un annuaire qu'on appelle l'annuaire des bâtiments qui est disponible au niveau des services communs et qui sera aussi dispatché au niveau de tous les départements. Nous comptons sur l'intelligence des uns et des autres, mais nous comptons sur eux aussi pour l'utilisation optimale vraiment de cette infrastructure dont l'importance n'est vraiment pas à démontrer. Le Forum de la presse en partenariat avec le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA lance une série de formations à l'intention des hommes de médias. La formation est assurée par les techniciens des mines et vise à doter les journalistes de connaissances nécessaires sur le fonctionnement du secteur. Fadema Keita. Cette session de formation doit permettre aux journalistes d'être aguerris afin de mieux profiter des échanges qu'ils auront dans les tout prochains jours avec le ministre des Mines. C'est pourquoi toutes les questions relatives au fonctionnement du secteur minier seront abordées. Première de ça à comprendre, c'est voir l'importance de l'activité minière, du secteur minier dans l'économie nationale. Ça, c'est très bien quels sont ces problèmes et quelles sont nos visions pour pouvoir améliorer le résultat déjà acquis. Je pense que c'est ça qui est essentiel pour que nous puissions aller ensemble. La session s'inscrit également dans le cadre du renforcement des capacités des journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Si vous regardez la presse, si vous écoutez les radios, vous sentez beaucoup de lacunes dans les interviews, dans les entretiens que font les journalistes. Donc, nous profitons chaque fois de ces rencontres pour discuter ensemble parce que c'est pas personne n'est détenteur d'une science infuse en la matière. On discute entre confrères pour voir quelle est la meilleure façon de faire l'entretien, de faire l'interview. Donc, c'est beaucoup un partage d'expérience. La série de formations qui s'étale sur 6 mois bénéficie de l'appui technique et financier du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA. Elle concerne 180 journalistes, peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans une première étape, qui seront formés aux questions économiques pendant 6 mois. Le FAFPA a contribué
substantiellement à hauteur de 90% du coût total de cette formation. Les différents projets de formation sont destinés à améliorer les compétences des hommes de médias indispensables à l'atteinte des objectifs de développement. Lancement hier des travaux de construction d'infrastructures scolaires et sanitaires dans le cercle de Kadiolo. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet Une école, une unité de premiers soins, initiative de la clinique Oumoudili en collaboration avec la Société africaine de commerce général et de construction. Rachel Tessougué. La clinique Oumoudili et ses partenaires s'engagent à construire 113 établissements scolaires et sanitaires dans le cercle de Kadiolo. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Une école, une unité de premiers soins. Ce projet tient à apporter sa contribution dans l'amélioration de la santé en milieu scolaire. Il y aura des kits de 6 classes et des kits de 3 classes et qui comporteront également un château d'eau, des latrines, adduction d'eau potable, et puis évidemment et surtout une infirmerie avec la direction, une infirmerie pour la santé de nos enfants. Le projet, c'est un système mutualiste qui consiste à installer les infirmeries au sein des établissements et à l'exploiter sous forme d'assurance maladie. Dans un premier temps, c'est les enfants scolarisés qui sont pris en compte, mais tous les enfants de la même localité peuvent profiter du projet. C'est de donner des prestations de soins de qualité à peu de frais. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale invite la population de Kadiolo à prendre soin de ces infrastructures qui seront bientôt mises à leur disposition. Aux populations, il s'agit d'une part de les entretenir très bien et d'autre part être en parfaite harmonie avec les gens chargés du fonctionnement, surtout dans le domaine de la santé, afin d'en profiter très longtemps. Ce projet doit également contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes dans le cercle de Kadiolo. C'est par Sikasso que la mission de supervision de la campagne 2014 du projet Jatrofa a pris fin pendant 6 jours. Les experts et autres membres du comité de pilotage du projet ont sillonné plus d'une quinzaine de localités de 7 cercles de la région, des régions de Ségou et Sikasso. Envoyés spéciaux, Abdrahaman Meiga et Haruna Diara. En une semaine, plus d'une quinzaine de localités des régions de Sikasso et de Ségou ont été visitées par les membres du comité de pilotage du projet Jatrofa. Entendez par projet Jatrofa un programme initié par le Mali avec l'appui de ses partenaires techniques. Il vise comme objectif la promotion de la production et l'utilisation de l'huile de pourgare comme biocarburant au Mali. C'est pour se rendre compte du démarrage effectif de ce programme que cette mission a vu le jour. Elle a permis aux visiteurs de voir certaines réalisations du programme sur le terrain, de rencontrer les producteurs et de recenser leurs préoccupations. Nous avons insisté sur le fait que ces projets, cette culture, c'est l'avenir pour eux-mêmes. Et nous avons insisté surtout pour qu'ils soient capables de cette production de Jatrofa pour eux-mêmes. C'est pour cela que nous sommes en train de discuter avec eux pour qu'ils comprennent, pour qu'ils s'accaparent cette plante, cette production de l'huile de Jatrofa, parce que c'est l'avenir du Mali. Cette visite de terrain a également permis à la mission de supervision d'expliquer aux producteurs les ambitions du département à travers la création de ce projet au Mali. Parmi celles-ci, répondre aux besoins énergétiques en biocarburant pour l'électrification rurale et améliorer les conditions de vie des communautés rurales à travers des activités génératrices de revenus. L'énergie, c'est le développement. Donc, s'ils continuent à développer cette plante-là, ils ont leur propre source d'énergie. Donc, ils auront du courant partout. Les femmes auront des plateformes qui vont fonctionner à partir de ce biocarburant. Et donc, ça va vraiment d'améliorer les revenus des femmes et même les revenus de tout le village. Donc, je leur demande vraiment de continuer dans ce sens et pour qu'il y ait une énergie accessible à moindre coût. Les hôtes du jour se sont engagés à tout mettre en œuvre pour trouver des solutions idoines aux différentes sollicitations des producteurs. Ces problèmes évoqués au cours des rencontres sont entre autres relatifs à leur dotation en matériel agricole, à la réalisation des forages et à l'augmentation des graines de semences pour les prochaines campagnes agricoles. Lancement du projet Consolidation de la paix, de la cohésion sociale entre les communautés des régions de Kidal. De la région de Kidal, il est une initiative de l'ONG AFORD en partenariat avec l'aide de l'église norvégienne. Tiemgo Sagara, compte rendu.
Ils sont plusieurs leaders communautaires de Kidal à prendre part au lancement du projet Consolidation de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés de la région. D'un coût de 28 450 000 francs CFA, ce projet qui vient d'être lancé à Kidal a une durée de 6 mois et renouvelable. Il vise l'organisation des rencontres intercommunautaires et la mise en place des équipes de personnes et ressources chargées de l'élaboration des plans d'action pour la paix et la cohésion sociale dans la 8e région. Ces équipes doivent organiser aussi des prêches dans les mosquées en faveur de la paix sur toute l'étendue du territoire national du Mali. Ce projet est salué par les communautés de la région qui ont pris d'assaut la salle de conférence du commerce de Kidal lors de son lancement. La recherche de la paix et de la cohésion a motivé les communautés de la région de Kidal à contribuer à hauteur d'1 million de francs CFA comme participation au projet. Je pense que c'est très bien fait de commencer par cet atelier-là pour préparer les esprits pour qu'au moins le développement puisse suivre. Les chefs de fraction, les religieux, il faut qu'ils soient impliqués dans le rétablissement de cette cohésion sociale que nous cherchons. Les chefs de fraction, à mon avis, tout ce qui touche les communautés les touche directement. Les religieux, c'est les tenants du droit. Le projet sera exécuté par l'Association pour la formation, la recherche et le développement AFOR, en partenariat avec l'ONG Aide de l'Église norvégienne. Les leaders communautaires ont profité de l'occasion pour remercier ces deux ONG et souhaiter la multiplication de projets similaires afin que Kidal retrouve son visage d'antan, c'est-à-dire tourné vers le développement global. 32 motos de la part de l'État à la direction régionale de l'agriculture de Gao. Ces engins doivent permettre aux agents du secteur rural d'atteindre les objectifs de la campagne agricole en cours et c'est le tout nouveau directeur régional de l'agriculture de Gao qui a reçu les clés des motos. Daouda Zoumana Traoré. La rentrée tardive de la campagne agricole 2014-2015 à Gao n'entame en rien l'engagement des plus hautes autorités de notre pays. À travers la remise de ces motos, elle s'attaque ainsi aux facteurs désenclavement de la zone du Nord. Les vulgarisateurs que sont les moniteurs et les agents techniques d'agriculture, les chefs secteurs et les relais doivent être capables de mener leur mission quotidienne auprès des producteurs sur l'étendue de la région. Quand on voit les conditions difficiles par rapport sur le plan économique dans lequel l'État est en train de vivre et que cet État fasse des efforts aussi importants pour encore nous appuyer dans notre ambition, c'est un sentiment de satisfaction à haute portée qui m'anime. Cet appui à l'endroit du développement rural niveau région n'est qu'une étape des efforts que l'État est en train de déployer en faveur des services publics pour leur plein épanouissement. Dès lors, ces acquis sont à préserver jalousement. Je souhaite que ceux qui reçoivent ces engins-là en fassent un bon usage. Parce que l'État fait des efforts pour mettre les gens dans des conditions de travail. Il nous appartient à nous de notre côté, de travailler et de faire ce qui est attendu de nous. Une dizaine d'agents a été en possession de sa moto après la remise officielle, comme quoi le besoin est pressant. Et à Tombouctou, journée d'exposition des produits artisanaux et touristiques de la ville, de la région. L'objectif est de faire découvrir à la population le savoir-faire des artisans qui ont bénéficié de 5 projets financés. Le compte-rendu de Almouzer Alkamisa Yatara. Cette exposition des produits des micro-projets artisanaux et touristiques s'inscrit dans le cadre de la promotion des activités de développement et la valorisation des anciens manuscrits de la région de Tombouctou. Le but de cette exposition est de présenter au public tombouctien les produits des 5 micro-projets financés par le projet Mali 15 depuis août 2014. Le financement obtenu a permis de revitaliser le secteur de l'artisanat dans la commune urbaine de Tombouctou et de générer les ressources aux artisans après des mois de crise. Le projet Mali 15 a suscité beaucoup d'espoir, avec comme objectif de fédérer les compétences et créer une synergie autour des manuscrits de Tombouctou. L'étonnement était grand quand il s'est agi de trouver un lien entre les manuscrits et la maroquinerie. Cette initiative a été saluée par les autorités régionales. La reprise des activités artisanales est un signe fort, un indice puissant de retour à la situation normale qui donne force aux chefs de famille et espoir au soutien pour les familles longtemps sévrées des ressources.
la remise des attestations aux différents stagiaires, de l'atelier conservation de la broderie à la main et la visite des stands d'exposition ont mis fin à cette cérémonie. Et direction la Mecque où les pèlerins maliens ont accompli la Umrah au petit pèlerinage. Prochaine étape, Mina et Arafat. Mais avant, voyons une historique de la Kaaba. Et la Tierno Adicham du Haut Conseil islamique, spécialiste des questions religieuses en islam, nous en parle au micro de nos envoyés spéciaux Soumaïla Ouedrago, Modibo Fofana et Moussa Arimega. La Kaaba est une maison construite par Abraham et son fils Ismaël, par un ordre et une décision divine. La Kaaba est au centre du monde. La Kaaba a une porte en or. La Kaaba a beaucoup de secrets ou de symboles. Suivez-moi. Vous avez déjà à la gauche de la porte la pierre noire. Quand vous arrivez à cet endroit, tu dis Allahu Akbar et tu commences le tour. Donc le tour commence par la pierre noire et finit par la pierre noire. À droite de la porte, il y a Hijr Ismaïl. Hijr dans la langue arabe, cela veut dire chambre. Chambre d'Ismaïl. Avant d'arriver à la pierre noire, l'angle qui est là-bas, on appelle l'angle Yamani. L'angle qui fait face à Yémen. Yémen, c'est le pays, le plus vieux pays arabe qui existe sur la terre. Parce que l'origine même des Arabes vient de Yémen. Donc, là-bas, quand le mutawif, cela veut dire le mot tamir, celui qui vient pour le petit pèlerinage ou le grand pèlerinage, quand il arrive là-bas, il doit s'arrêter et dire certaines bénédictions, Rabbana atina fid dunya hasanatan, jusqu'à la fin. À côté de ça, il y a le toit sur la Kaaba. Quand l'eau vient par les gouttières, ça tombe dans la maison de Hijr Ismaïl. Et ça aussi, c'est en or. Pourquoi c'est important pour les musulmans de toucher? On voit certains qui touchent, qui pleurent, on voit certains aussi qui se battent. C'est purement spirituel. C'est des symboles. Toi, tu es venu chez Dieu, dans la maison du Dieu. Tu es dans la cour du Dieu, ton Seigneur, ton Créateur. Mais tu dois repenser maintenant tes péchés. Je vous l'annonçais donc en début de journal, le Premier ministre est en Turquie où se tient le Forum économique mondial. Ce rendez-vous se donne pour but d'offrir plus d'opportunités d'affaires aux pays africains, Moussa Mara, et a animé un panel sur la sécurité et le développement. Dans son intervention, il a démontré le caractère obligatoire de la mutualisation des ressources. Envoyés spéciaux à Istanbul, Nyanya Alou Traoré et Aliou Touré. Créer de véritables opportunités d'affaires entre les États en facilitant le déblocage des ressources, voilà entre autres objectifs visés par le Forum économique mondial. Chefs d'État et de gouvernement, patrons d'entreprises, chercheurs et autres personnalités évoluant dans le domaine des investissements prennent part à cette rencontre de 2 jours en Turquie. Parmi eux, le Premier ministre. L'ouverture de la rencontre a été dirigée par le président turc. Tayyip Erdogan, dans son intervention, soutient que le monde ne doit pas être laissé à la gérance des pays du G5. Il appelle à plus d'ouverture des systèmes économiques. À cette même tribune d'ouverture, le Premier ministre a parlé de la situation qui vit notre pays. Les participants ont été informés de l'évolution des pourparlers intermaliens d'Alger. Autre rendez-vous important du forum, le panel animé par le chef du gouvernement. Il portait sur le thème de la sécurité et du développement. Pour lui, la mutualisation des enjeux économiques est un gage de développement durable. Nous avons un consensus majeur sur la nécessité d'aller de l'avant. Sur la sécurité, c'est évident, nos sorts sont liés. Et sur l'économie, c'est encore plus évident. Nous serons d'autant plus prospères que la prospérité sera partagée. Donc, à mon avis, le constat, les pistes d'amélioration sont clairement indiquées. Il s'agit maintenant de déterminer un cadre pour aller un peu plus en avant, commencer à poser des actes concrets et profiter un peu de ces opportunités que constituent les organes mis en place sous le leadership de nos chefs d'État afin d'arriver à des réalisations concrètes. La menace, elle n'attend pas.
Les terroristes n'attendent pas, ils ont toujours un coup d'avance malheureusement. Et il faudrait donc que nous arrivions à accélérer notre rythme pour faire face à la menace d'un côté, mais aussi mettre en avant et concrétiser davantage nos opportunités au bénéfice de nos populations. L'urgence est d'aller de l'avant. L'urgence est de poser des actes. L'urgence est de bénéficier et d'utiliser les opportunités pour créer ce foisonnement et cette collaboration secteur privé, secteur public, indispensable à la prospérité partagée. Pour les panélistes, aucun développement n'est possible sans sécurité, mais ils indiquent que la sécurité ne doit pas non plus constituer un obstacle majeur dans le progrès des sociétés. Tous croient aux potentialités de l'Afrique et saluent la tenue de telles rencontres. Je pense qu'ici, le message très concordant qui a été donné par l'ensemble des participants, c'est le fait que les problèmes et les opportunités en Afrique sont si importants que la question de la sécurité ne doit pas être un obstacle. Bien, même si nous sommes conscients que le défi de la sécurité est essentiel à relever, il est important que nous le fassions ensemble avec nos partenaires. L'économie actuellement, le développement des industries, la bonne gouvernance, c'est avant tout mutualiser nos efforts. Et c'est dans ce sens que je pense que l'intervention du Tchad au niveau du Mali, c'est comme si nous défendions nos propres frontières et c'est comme si nous étions nous-mêmes des terroristes hors de nos frontières. Et je crois que ce forum est une étape importante des discussions. D'autres étapes de cette visite du Premier ministre dans nos prochaines éditions. La chronique santé de ce jour parle d'anémie par carence en fer chez la femme enceinte, dangereuse pour la maman et pour le bébé. Ce type d'anémie constitue un problème de santé publique dans notre pays et a nécessité la mise en place d'un système de prévention et de prise en charge pérenne dans les centres de santé du Mali. Focus Santé est allé s'informer auprès d'un gynécologue de l'hôpital Fousseni Dao de Kaï, envoyé spéciaux Kissira Dambélé et Idrissa Traoré. Chez la femme enceinte, quand le taux d'hémoglobine transportant l'oxygène des poumons au tissu se retrouve en deçà de 11 grammes par décilitre, on parle d'anémie. Dans la région de Kaï, la carence en fer est la principale cause d'anémie chez la femme. Ceci sous-entend une alimentation qui n'est pas riche en fer. Le fer, c'est quoi? C'est le composant essentiel de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine étant le constituant principal des globules rouges qui constituent l'élément le plus déterminant dans la composition du sang. Il existe d'autres types d'anémies, c'est-à-dire les anémies qui sont dues soit à d'autres types de maladies, telles que la drépanocytose en est une cause. Le paludisme, ne l'oublions pas. Un problème de santé publique au plan national qui se fait ressentir au service de gynécologie de l'hôpital régional de Kaï où l'on rencontre de plus en plus de femmes anémiées. Pratiquement tous les 3 jours, nous hospitalisons dans les services un cas d'anémie qui, selon les cas, nécessitera une transfusion sanguine. C'est la principale cause de transfusion sanguine dans les services. Alors, quels sont les types de femmes qui sont transfusées? En général, ce sont les femmes qui ne supportent pas leur anémie. Et c'est essentiellement les femmes qui ont les taux d'hémoglobine en deçà de 7 grammes. L'anémie se manifeste chez la femme par la fatigue, des malaises, une pâleur et annonce un risque pour la maman et pour le bébé. L'enfant tire toutes ces substances nutritives dans l'organisme de la maman. Quand l'organisme de la maman est affaibli, le bébé ne recevra pas assez de nutriments pour son développement. Ne bénéficiant pas beaucoup de nutriments pour son développement, cet enfant ne va pas croître, il va souffrir et par la suite, soit l'enfant peut accoucher de façon prématurée, soit même sa vie peut être menacée. Il y a beaucoup de décès de bébés qui sont dus à l'anémie. Du côté de la maman, l'OMS disait que avec l'anémie, les plus faibles deviennent encore plus faibles. Lorsqu'il y a une petite infection, l'organisme étant déjà fatigué, cette infection va prendre du terrain.
au cours de l'accouchement, lorsqu'il y a un petit saignement, comme l'organisme manque de sang, ce petit saignement peut tout de suite avoir des conséquences redoutables qui peut aller jusqu'au décès de la femme de façon très rapide. Au Mali, le système sanitaire prévoit une prise en charge systématique de la carence en fer. Elle commence par le diagnostic et l'administration systématique du fer à la femme enceinte, ce qui n'exclut pas la communication autour de l'anémie et de l'alimentation adéquate de la femme enceinte. Essentiellement des aliments à base de feuilles vertes. Il s'agit également des protéines telles que les œufs, tels que les poissons, tels que la viande. Tous ceux-ci sont vraiment riches en fer. Lorsque les femmes consomment ça de façon régulière au cours de leur grossesse, en tout cas une partie de cette carence en fer sera prise en charge. Au cours de la grossesse, l'organisme de la femme enceinte travaille à plein régime. Les besoins en fer augmentent considérablement, notamment au cours des 2 derniers trimestres. Pour éviter les carences en fer, il s'agit donc de trouver du fer en quantité dans son alimentation, mais même chez la femme enceinte non anémiée, l'OMS recommande une supplémentation intermittente en fer et en acide folique afin de prévenir l'anémie. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Retrouvez demain à 10h et 13h Kadiatou Kone. Je serai là, s'il plaît à Dieu, pour les rendez-vous de soir. Très bientôt.